L'histoire du monde animal, l'étude des animaux, est à l'ordre du jour. Depuis plusieurs années déjà, de nombreuses revues des sciences humaines et sociales ont consacré un dossier plus ou moins thématisé, plus ou moins problématisé sur cette nouvelle histoire des animaux, en faisant valoir la nécessité de penser à neuf notre rapport au monde des animaux et éventuellement de réfléchir à nos dettes envers ces mêmes animaux. Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles existent, elles ont été formulées depuis au moins les 16e, 17e et 18e siècles, et puis de Descartes à Condillac, de La Fontaine à Rousseau, de Montaigne à Geoffroy de Saint-Hilaire. On retrouve déjà des réflexions embryonnaires qui annoncent les perspectives très actuelles qui nous concernent en ce début du 21e siècle. Par exemple, peut-on être compassionnel et manger de la viande? Qu'est-ce qu'une mort humaine? Et à contrario, quelle serait une mort animale ou une mort sauvage? Quelle histoire des sensibilités les animaux et les humains peuvent-ils écrire ensemble? Quelle historicité peut-on donner à l'anthropomorphisme? Et jusqu'à tout récemment, peut-on réfléchir à l'injustice faite aux animaux et au rapport que ces injustices ont avec notre propre rapport à la citoyenneté? Ce sont donc ces nouvelles perspectives à l'égard de l'histoire des animaux qui nous concernent aujourd'hui. Une perspective émancipatrice, une perspective qui interroge les marges et les exclusions, qui pose un regard plus inclusif, plus connecté, assurément, et qui permet de revoir nos relations, les humains, avec le reste des vivants. Redonner une place aux animaux s'inscrit dans une démarche similaire à celle que nous avions, nous, historiens du social, dans les années 60 et 70, lorsqu'il s'agissait de réhabiliter le rôle du peuple, des déshérités, dans l'histoire. L'histoire des animaux est en fait d'abord une histoire de classification, une histoire de mise en ordre de l'abondance, de la profusion du monde naturel, un monde naturel qui explose dès le 19e siècle avec la colonisation. D'ailleurs, ce ne sont pas que les animaux qui sont classés, les populations indigènes eux-mêmes n'échappent pas à ce souci de classification. Et la découverte de nouvelles espèces d'animaux plus ou moins exotiques exige chez les Européens un effort de régulation, un effort de catégorisation. Et cette obsession donc classificatrice s'impose tout au long du 19e siècle et au tournant du 20e siècle. Cette obsession classificatrice imposera donc l'idée de pureté de la race. On le sait, les théories de l'eugénisme s'inscrivent aussi dans cette perspective et la méfiance, voire la haine à l'égard du métissage accompagne cette volonté de tout classer, cette volonté de découper, cette volonté de systématiquement catégoriser. Or, ce découpage, donc associé à la colonisation, associé aux sciences naturelles, ce découpage n'est pas seul, il s'agrège aussi à la division des savoirs et des disciplines que nous a donné le 19e siècle. Et c'est dans le développement des universités, c'est dans le développement des disciplines que, on le sait, il y a une division de plus en plus étanche entre les sciences de la nature et de la vie et les sciences humaines et sociales. Et c'est dans ce cadre, dans ce nouveau découpage, que les animaux, encore, se retrouvent à la marge, se retrouvent à l'écart du monde des humains. Les animaux comme acteurs de l'histoire, les animaux comme acteurs du récit historique se retrouvent relégués aux marges de l'histoire, comme le décor des aventures humaines, comme un objet à la disposition des humains, représentation ou bien de consommation au nom de l'exception humaine. Or, à contrario, comment peut-on accepter des frontières trop étanches entre le monde des hommes et le monde des bêtes? Les animaux peuplent les villes et les campagnes. Les animaux accompagnent le travail des humains et ils modèlent, participent de multiples façons à l'évolution des sensibilités dans l'histoire humaine. Que les périodes médiévales et modernes ont vu l'avènement des animaux de compagnie, les poissons, les chats, les chiens, à travers d'abord les sphères bourgeoises urbaines, mais lentement, beaucoup plus largement, et que c'est aussi dans ces périodes médiévales et modernes que le seuil de sensibilité a évolué, notamment en accompagnant l'histoire des animaux.
Ces seuils de violence, ces seuils de sensibilité, donc, nous rappellent qu'il est indispensable, qu'il est urgent de ne plus penser l'histoire humaine sans l'histoire des animaux, qu'il n'y a qu'une seule histoire et que humains et animaux y jouent un rôle fondamental. Ajoutons par ailleurs que au cours du 19e siècle, on voit, toujours au nom de ces sensibilités, la multiplication partout en Europe et en Amérique de sociétés protectrices des animaux qui invitent à revoir une sensibilité qui ne serait pas uniquement humaine et uniquement animale, mais qui serait au contraire partagée. De fait, les philosophes des Lumières ont déjà réfléchi, après d'autres penseurs avant eux, réfléchi à justement ce partage des sensations, des sensibilités. Bêtes et hommes, disent-ils, sont tous deux sujets de leurs propres sensations, sujets de leur propre sensibilité. Et s'il y a une conscience des souffrances, s'il y a un partage des émotions, il est donc indispensable de penser conjointement à une histoire humaine et animale. Écrire l'histoire avec ou sans les animaux, que ce soit consciemment ou inconsciemment, est une prise de position qui a un poids politique. Et ce que nous suggérons aujourd'hui dans le cadre du projet Humanité-Animalité, c'est justement de réfléchir à une histoire partagée, une histoire croisée, une histoire totale et cohérente, où l'humain ne serait plus autonome de la biosphère. Bien entendu, les difficultés méthodologiques sont au premier plan d'une volonté de faire l'histoire des animaux. L'histoire des animaux a d'abord longtemps été écrite, en tout cas tout au long du 19e siècle, du point de vue de l'histoire intellectuelle, en réfléchissant aux animaux comme éléments d'un symbolisme politique, réfléchissant aux représentations qu'ils nous permettaient d'avoir sur le monde humain. Et puis ensuite, l'historiographie a cherché à réfléchir autrement, en utilisant l'animal comme outil d'une histoire humaine, mais en néanmoins sollicitant l'animal pour essayer de réfléchir plus largement à une histoire sociale, à une histoire économique, à une histoire totale. Par exemple, en histoire économique et sociale, disons des années 30 jusqu'aux années 70, en dépit d'une attitude qui écarte pour la plus large part l'animal de l'histoire humaine, parce qu'on considère que quand on parle d'animal, quand on réfléchit aux animaux domestiques ou bien aux procès d'animaux, c'est folklorique ou c'est anecdotique. Mais il reste que les grands chantiers d'histoire sociale et économique des années 30, 40, 50 et 60 ont pris l'animal dans sa mesure, c'est-à-dire qu'elle a réfléchi à l'animal non seulement dans son rapport à l'économie, mais en comptant les cheptels, en comptant les bovins, en comptant le rôle de ces animaux dans l'économie des hommes et des femmes des périodes médiévales, modernes et contemporaines. Les nombreuses enquêtes qui ont utilisé les animaux sont des enquêtes descriptives, sont des enquêtes statistiques qui n'appréhendent pas, qui ne cherchent pas à réfléchir aux liens émotifs, psychologiques qui peuvent exister entre les humains et les animaux. Et puis, dans les années 70-80, l'histoire des mentalités, évidemment en France et dans les pays francophones, mais plus largement dans les pays anglophones également, l'histoire des mentalités, des sensibilités a tenté de penser autrement cette histoire des animaux. L'animal devient alors non pas un objet en soi de la recherche, ça devient un instrument de mesure, ou plutôt, devrais-je dire, un curseur. Quand on réfléchit à la civilisation des hommes, l'animal devient une façon de mesurer le rapport des hommes à leur propre civilisation, et puis la façon dont les hommes et les femmes s'écartent de la barbarie, dont l'animal sauvage devient une espèce d'incarnation. C'est le sociologue Norbert Elias qui, dans son grand travail sur la civilisation des mœurs, réfléchit au processus d'intériorisation des contraintes des hommes en réfléchissant, en faisant valoir notre rapport aux animaux.
Hein. Est-on moins enclin à battre les animaux? On devient donc plus civilisé. Est-on désormais plus dégoûté à l'idée de voir dans son assiette un animal que l'on reconnaît? Et c'est la raison pour laquelle, dit Norbert Elias, au cours des 16e, 17e, 18e siècles, ce qu'on le retrouve dans l'assiette perd son apparence animale pour devenir de la viande, mais informe, qui ne communique pas immédiatement à celui qui goûte. L'animal, l'être vivant, hein, qu'il a fallu tuer avant de le déguster. Donc, il y a un processus d'écart, un processus de distanciation entre l'homme et l'animal qui serait le témoignage, qui serait le récit historique d'une nouvelle civilisation des mœurs, telle que, donc, je le disais, Norbert Elias le développe. Or, l'animal est ici utilisé, là encore je le rappelle, comme une espèce de curseur, mais non pas comme un être vivant et conscient en soi. Dès le XVIIIe siècle, notre rapport aux animaux était, notamment selon Geoffroy de Saint-Hilaire, était réduit à trois étapes qui permettaient de réfléchir à la civilisation des hommes que l'on pouvait calculer par rapport à notre rapport aux animaux. L'animal captif comme première étape, un animal ensuite apprivoisé, et puis enfin un animal domestiqué. L'animal domestique devient en quelque sorte la preuve, le plus grand témoignage d'un rapport apaisé entre les humains et les animaux. Et dans la grande réflexion historiographique en histoire des mentalités et des sensibilités, l'animal devient donc l'exemple privilégié d'une conquête des hommes sur l'animal et par conséquent d'une conquête des hommes sur l'aspect sauvage de la nature. L'homme est civilisé lorsque l'homme domine la nature et l'animal devient, par excellence, la bête à domestiquer. Enfin, l'intérêt plus proche, l'intérêt plus sensible pour une réelle histoire des animaux, non pas une histoire avec des animaux, mais une histoire des animaux, eh bien, elle a d'abord retenu l'attention en Angleterre et aux États-Unis par des chercheurs en histoire, mais aussi vers d'autres disciplines. Nous y reviendrons et Philippe aura l'occasion d'en dire quelques mots tout à l'heure. Donc, cet intérêt pour une histoire réelle des animaux donc émerge dans les pays anglo-saxons dans les années 80, disons 70-80, en tâchant de réintégrer réellement l'animal comme acteur du récit historique. Pas strictement une histoire des animaux, mais l'animal dans une histoire totale. En fait, ce que l'on interroge à ce moment-là, c'est la question la notion est assez connue, d'agency, l'agentivité, c'est-à-dire les animaux ont-ils des intentions, ont-ils des motivations, ont-ils une conscience? Et c'est à partir du moment où l'on admet une conscience, ce que Descartes avait un peu de difficulté à dire, c'est à partir du moment où on admet une conscience que l'on doit s'interroger sur le rapport des hommes et des animaux et sur les souffrances infligées par les hommes aux animaux. Donc, cette nouvelle histoire des animaux, qui sera celle qui pourra nous accompagner au cours des prochains mois, réfléchit, donc pose toute une série de problèmes et de problématiques et d'enjeux importants, réfléchit au statut des acteurs non humains dans l'histoire, réfléchit à notre rapport ou à la dialectique entre nature et culture, réfléchit évidemment à la place qu'on doit accorder aux animaux dans notre écriture du passé, et puis, et surtout, exige une réflexion approfondie sur la méthodologie. Comment peut-on faire une histoire des animaux quand ces animaux sont muets et même parfois invisibles. Ce ne sont pas les animaux, évidemment, qui laissent, sauf en archéologie, mais qui laissent les traces de leur passage et certainement pas de leurs intentions. Donc, comment peut-on tâcher en historien, en historienne, tâcher de reconstituer, tâcher de repenser ces sensibilités animales? Se mettre à l'écoute des animaux, alors qu'on doit nécessairement parler pour eux, réfléchir et mettre en valeur l'existence d'une intelligence animale faite d'émotions, de résistance et de réaction à son milieu sont les principaux enjeux de cette
Histoire des animaux, qui, depuis une vingtaine d'années, retrouve une certaine forme d'actualité et qui, je le disais en tout début d'intervention, donc se retrouve parfois au premier plan des principales revues des sciences humaines et sociales depuis le début des années 2000. Cette histoire, donc, on l'a vu, parce qu'elle est l'aboutissement de toute une série de récits fragmentés du rôle et des fonctions et de la position des animaux dans l'histoire, parce que nous sommes confrontés à des enjeux méthodologiques et des démarches qui nous paraissent vertigineuses à prime abord, cette histoire, donc, est difficile, à n'en pas douter. Pour les périodes médiévales, modernes et même contemporaines, il faut tâcher de bousculer nos cadres trop restrictifs de notre discipline historique. Il faut chercher à interpréter ce que j'appellerais un corps à corps entre humains et animaux qui cherchent à fabriquer ensemble une même histoire. Et c'est ce que ce projet, Humanité-Animalité, cherche à mettre en place. C'est en effet une histoire difficile, Pascal. Mais c'est un mouvement nécessaire, heureusement en cours. Car, comme le rappelait Emmanuel Leroy-Ladurie, et je cite, « C'est mutiler l'historien que d'en faire seulement un spécialiste en humanité. » C'est valable, bien entendu, au-delà de l'histoire, au-delà de ces spécialistes. Car même s'il est vrai que l'animal a été longtemps imparfaitement considéré, que ce soit d'ailleurs dans les travaux historiques ou scientifiques, et dans la réalité autour de nous, il n'est jamais invisible. Il se glisse pratiquement partout, dans les travaux des philosophes, des ethnologues, des climatologues, des médecins. Et il s'agit de placer cet animal sur cette ligne qui pour l'instant est la manière dont nous pensons entre le bien, la chose, et l'être humain, l'être animé. De plus en plus, évidemment, l'animal a tendance à se rapprocher de l'être humain. C'est d'ailleurs une des idées de notre projet. Il convient ensemble de travailler, de réfléchir, de partager, de comprendre. Et c'est ce que nous voulons faire cette année à travers ces conférences et ensuite à travers le colloque et le projet qui naîtra de ces travaux. Le premier défi est de définir l'animal. Car s'il est facile de déterminer qu'il n'est pas un objet, on est parfois passablement réticent à le rapprocher beaucoup de l'être humain et à le considérer presque comme un égal d'humanité. On sent bien très tôt, d'ailleurs, que cette position est problématique et des réflexions essaient d'encadrer ces questionnements. En Occident, la pensée sur l'animal dépend de deux éléments principaux. D'une part, la pensée philosophique grecque, pour aller vite, Aristote et Platon, et de l'autre, évidemment, le texte biblique repensé par les pères. Chez Aristote, l'homme peut être considéré comme un animal terrestre en relation avec la nature. À l'inverse, ou presque à l'inverse, chez Platon, l'homme se situe au centre du cosmos et c'est à travers lui que tout doit être pensé. Je dois ces deux courtes définitions au travail de Pascal Pic, dans un ouvrage qui s'appelle « Qui sont les animaux ?» De l'autre côté, donc, la Bible. On la verra non pas elle-même, mais à travers un texte extrêmement important pour tout le Moyen-Âge occidental, les étymologies d'Isidore de Séville. Rédigé au 7e siècle, il s'agit d'une encyclopédie qui, comme son nom l'indique, construit la connaissance du monde sur les mots. Les mots révèlent la vérité des choses. C'est le concept de base du travail d'Isidore, et c'est un concept, comme je viens de le dire, qui va, au moins pendant 5 siècles, irriguer profondément l'Occident. Insistons sur ce point. Au Moyen-Âge, la connaissance est celle des mots. La science fondamentale est celle de la grammaire, c'est-à-dire l'arrangement de ces mots, dans une langue savante qui n'est assez vite plus celle de personne, le latin. C'est l'inverse complet actuellement. Nous travaillons avec des chiffres, des statistiques, des graphiques, alors que, de nouveau, Isidore travaillait avec des mots. Son étymologie, ou ses étymologies plutôt, cherchent donc à atteindre le sens profond de la création qu'il observe, création forcément divine. Les animaux ont droit à l'un des 20 livres qu'il aurait consacrés. On peut dire que c'est beaucoup. C'est le livre 12. Je vais commenter aujourd'hui quelques extraits, quelques phrases seulement, dans le premier point de ce livre 12, les phrases 1 à 3 et la phrase 5. On en retirera ensemble 4 éléments,
de ce que Isidore synthétise de la pensée ancienne et des savoirs bibliques. Premier point, Adam nomme les animaux. Pensons donc à l'importance et au poids de ce mot dans la pensée d'Isidore. Et il le fait selon un mandat divin. Dès lors, Adam donc décrit et donc assigne. L'être humain a donc dès l'origine un rôle organisateur du monde animal qu'il doit dominer, selon le texte de la Genèse. Deuxième point, les noms dérivent de la forme visible de l'animal, mais aussi de sa position dans la nature, conditio naturae, dit Isidore. Troisième point, il en est bien conscient, les noms varient selon les langues, mais selon lui, toutes essaient de rendre la caractéristique d'être animé des animaux. C'est là la caractéristique qui nous intéresse. Le texte d'Isidore dit « animantur vita », ils sont animés par la vie, « et moveantur spiritu », ils sont mus par un esprit. Ce ne sont donc pas des choses, ce ne sont donc pas des machines. Finalement, quatrième point, une définition négative, les animaux manquent de la capacité à parler, à user de la langue humaine, de la lingua humana. Ce dernier point a une longue postérité. Très longtemps, l'animal est considéré comme une créature humaine avec des défauts, pourrait-on dire cela comme ça. Une créature à qui il manque un certain nombre de choses pour prétendre s'approcher très près, pour prétendre atteindre à l'humanité. Cette mise à l'écart est très importante, de nouveau pendant des siècles, pour toutes les sortes de pensées qui se penchent sur l'animal et qui le pensent souvent par le défaut qu'il présente par rapport au modèle d'humanité qui est placé en face de lui. Pour dépasser ces définitions, construites sur le manque, il a fallu du temps, mais il a fallu aussi des évolutions historiques et sociales majeures. Comment aurait-on pu imaginer donner à l'animal des droits que les esclaves n'avaient pas, que les femmes n'avaient pas, que les minorités sexuelles n'avaient pas? Tant que cette mise à niveau de tous les êtres humains unifiés n'était pas faite, des éléments fondamentaux empêchaient de rapprocher l'animal de l'humain. C'est donc certainement pas par hasard que récemment, de nouvelles théories sont venues permettre ce rapprochement. Et nous en avons besoin, car actuellement, nous faisons face à des défis environnementaux massifs. L'extinction des espèces, le rapport donc à l'animal, le rapport à la nature a besoin de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes et de nouvelles réflexions. Et pour cela, il nous faut faire attention à deux défauts et à deux risques. D'une part, l'anthropocentrisme, d'autre part, l'anthropomorphisme. C'est Éric Baratek qui peut être notre guide, en l'occurrence dans l'analyse de ces deux risques. Pour lui, l'anthropocentrisme n'a pas à être sauvé. Comme l'ethnocentrisme avait pendant longtemps considéré effectivement l'ensemble du monde à partir de l'Occident et a donc de ce fait tordu des méthodes qui ne permettent de ce fait pas d'avancer, eh bien, l'anthropocentrisme doit être rejeté si l'on veut avancer de nouvelles théories. C'est moins net avec l'anthropomorphisme. Prêter à l'animal un certain nombre de nos sentiments, un certain nombre de nos réactions, est effectivement certainement contestable en partie au niveau méthodologique, mais dans une première étape de la recherche, selon Baratek, c'est une bonne manière de réfléchir pour stimuler l'imaginaire du chercheur, pour poser de bonnes questions et, je cite, ne pas conclure dès le début de la recherche. Pas trop donc de principe de parcimonie, du moins dans la phase exploratoire de la réflexion. L'anthropomorphisme est donc respectable dans la mesure où il implique, et je cite toujours Baratek, une volonté louable de comprendre. Les animaux, c'est bien, c'est très bien même. Mais pourquoi s'y arrêter? Pourquoi n'aller pas encore plus loin? C'est ce que propose Eduardo Kohn dans son livre « Comment pensent les forêts », où il entend ajouter à l'environnement humain non seulement effectivement les animaux, mais tout le vivant. Il le fait à partir d'un travail qu'il a mené dans la forêt amazonienne. Avec Kohn, donc, reconnaissons que l'être humain est pleinement un produit de son environnement, une base conceptuelle nécessaire, de ce qui se trouve au-delà des contextes humains, dit Kohn. Et, aussi étrange que ça puisse paraître, au travers des signes que perçoivent tous les êtres vivants. Je cite, « La vie humaine et non humaine n'est pas seulement le résultat du poids du passé sur le présent, elle est aussi le résultat, de façon curieuse et alambiquée,
des façons dont le futur en vient à peser sur le présent. Passé, présent, futur, être humain, être animaux, nature, un ensemble unique, un ensemble environnemental unique. Cette idée de futur est assez étonnante à première vue. Comment le futur pourrait-il agir sur nous? L'exemple que donne Kohn est instructif et travaille à partir de la sémiologie. Il raconte le récit suivant. Un chasseur amazonien qu'il suivait et qu'il connaissait voyait un singe se cacher dans un arbre, trop loin de la portée du fusil et surtout camouflé par les feuilles. La technique est alors simple. On abat un autre arbre, facile, à proximité. Le bruit de l'arbre fait peur au singe. Le singe bouge et on tire sur le singe. Cette méthode, travaille sur le futur du singe. Le singe sait que quand un arbre tombe, c'est un synonyme de danger. Un danger qu'il n'a pas encore perçu. Il a juste entendu l'arbre tomber. Le signe de l'arbre qui tombe devient donc une irruption du futur dans son présent. Et malheureusement pour lui, le met à portée du fusil du chasseur. Environnement, présent, passé, futur, une histoire globale, une appréhension globale de la réalité que propose Kohn. Et il positionne l'être animal bien plus près de l'être humain que de l'objet, bien sûr, et non à la bonne et confortable distance que des penseurs comme Isidore espéraient encore trouver. Il ajoute ceci, Eduardo Kohn. En sémiose, dit-il, ce qui désigne la signification en fonction des contextes, en sémiose donc, comme en biologie, le tout précède la partie, la ressemblance précède la différence. Ce n'est que dans le domaine des machines, dit-il, que les parties différenciées sont premières et le tout assemblé second. La sémiose et la vie, au contraire, naissent tout. Et le traducteur écrit tout, T-O-U-T-S. On pourrait se demander si ce n'est pas un peu excessif. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette ouverture totale des possibles, de ces tout T-O-U-T-S que nous propose Kohn? Ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène d'abord, probablement, à penser avec des images et à penser avec des signes, et moins avec des mots, et nos excuses à Isidore de Séville. Kohn invite à réfléchir à l'énigme du sphinx, un monstre, avec des portions animales et des portions humaines. Un monstre qui demande à Oedipe qui est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir. Comme vous le savez, Oedipe ne se trompe pas et assez rapidement il répond « cet animal est l'être humain ». Une fable intéressante pour Kohn, qui peut faire différents échos que nous pourrions rapidement évoquer à présent. À l'aune des propositions de Baratet et de Kohn, on aurait donc une part d'animalité, les 4 pattes, et je ne le pense pas que dans une optique darwinienne. 4 pattes du matin serait notre portion d'animalité. Et puis, à travers la maturité de l'âge adulte, on atteindrait un moment où il y aurait besoin, où le futur nous demanderait d'avoir accès à des signes. Ces signes, ils prennent plutôt la forme de cette canne que porte le vieillard, l'homme à 3 pieds de la fin de sa vie. La canne qui est une médiation sémiotique, une irruption du futur dans la maturité. Elle n'est pas vivante, d'une part. Pourtant, elle indique au vieillard comment ne pas tomber. L'analyse des signes qu'elle transmet permet d'éviter la chute. Elle est donc, pour le vieillard, signe du monde. De même, la trajectoire individuelle, illustrée ainsi, enfance, maturité, vieillesse, souligne les liens entre ces 3 temps, la terséité de Kohn. Le passé, le présent, bien sûr, mais là nouveau, le futur. Un futur qui est double, non seulement parce qu'il se trouve devant nous, nous l'atteindrons, mais aussi parce qu'à ce moment-là, par notre mort, nous céderons la place à d'autres. Ainsi, le sphinx, un non-homme, mais un non-homme sage, et en même temps un non-homme doué de parole. Le sphinx, donc, met en branle l'être humain, à la fois dans un contexte sémiotique large et dans un espace temporel. Ouvert, mais fini, incarné, mais lié à tout ce qui l'entoure, à tout ce qui l'a entouré, et même à tout ce qui l'entourera. Ce programme total est véritablement enthousiasmant. Il nous invite à ouvrir nos approches, ouvrir nos méthodes, à partager nos disciplines, et avec cela, à construire des concepts nouveaux, à construire des concepts qui nous permettent à tous de penser autrement que ce que nous faisons actuellement, et donc à imaginer d'autres questions. C'est à cela qu'invite ce projet
au travers du colloque qui aura lieu dans une année, en septembre 2021, à travers les 10 conférences dont celle-ci était la première. Nous avons partagé, Pascal et moi, avec vous aujourd'hui.